Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette conversation. Dans le cadre du mois de la littératie financière qui a commencé il y a 2 semaines à peine, il était important, essentiel, que les francophones se réunissent et se saisissent de ce sujet. Pas n'importe quel francophone d'ailleurs, des francophones déjà engagés, déjà à travailler depuis des années parfois, à éduquer financièrement notre communauté, apporter des informations, du conseil, de l'aide dans les situations d'urgence. Les situations d'urgence, on les a vues se multiplier d'ailleurs avec cette pandémie. Dans le cadre d'une recherche que nous avons lancée l'année dernière avec parents partenaires en éducation, co-organisateurs de cette table ronde, nous avons pu voir que un francophone sur 2 qui avait répondu à ce sondage, donc parmi les 130 d'entre vous qui avaient répondu à ce sondage, 1 sur 2 avait dit que vous aviez été affecté par cette pandémie, affecté financièrement. 9 sur 10 ont même déclaré que l'éducation financière était importante, très importante, urgente même. Alors pourquoi est-ce que ce sujet est encore si tabou, si peu adressé? C'est une des questions que je vais poser à nos invités d'aujourd'hui. Merci vraiment à tous de vous être déplacés virtuellement jusqu'à vos bureaux, dans vos maisons. En tout cas, je suis bien contente qu'on puisse se connecter à distance puisque vous êtes vraiment chacun aux 4 coins de l'Ontario, cet Ontario de plus en plus divers et où les francophones sont de plus en plus présents et vocales. Nos invités pour aujourd'hui, pour parler de l'éducation financière et de l'épanouissement financier des parents francophones, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Dr Laurentine Mouchingam-Mephir, qui est conseillère en égalité entre les genres, diversité et inclusion, et qui est notre porte-parole, j'allais dire, en tant que mère très engagée dans l'éducation financière. Comment ça va, Laurentine? Ça va très bien, Faiza. Je te remercie infiniment pour cette invitation à participer à cette table ronde. Mes félicitations et remerciements à toi et toutes les personnes qui contribuent à cette excellente initiative et qui est celle d'accompagner et d'outiller les familles francophones de notre communauté. Merci, Faiza. Merveilleux. Merci à toi d'être présente avec nous. Nous avons également Julie Béchard, directrice générale de Parents Partenaires en Éducation, Parents Partenaires en Éducation, qui s'est embarquée dans cette étude sur cet enjeu après la première discussion. Julie, merci beaucoup d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Faiza. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de collaborer avec toi. Et nous avons 2 organismes alors qui sont déjà présents, déjà actifs sur cette question de l'éducation financière des enfants et des parents, avec premièrement Isabelle Stein, gestionnaire des services communautaires pour le Conseil de la coopération de l'Ontario. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ceci est ma première table ronde depuis que j'ai ici déménagé en Ontario et je suis ravie que ce soit sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis très heureuse d'être ici et de rencontrer de nouvelles personnes investies dans ce sujet. Merveilleux. Et enfin, last but not least, comme on dit, Marc d'Orgeville, nouveau directeur général d'une institution, vraiment, puisque ça fait peut-être 40 ans maintenant que vous êtes en éducation financière. Donc, Marc d'Orgeville, qui est directeur général du Centre d'éducation financière EBO, situé dans l'Est de l'Ontario. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. Je suis vraiment très heureux que tu aies pensé à inviter Entraide budgétaire Ottawa qui effectivement travaille sur ce sujet-là depuis plus de 40 ans. Absolument. Et je t'en prie, tiens, on va passer au tutoiement, parce que les personnes qui vont regarder de toute façon notre échange vont bien comprendre qu'on se parle beaucoup, qu'on travaille déjà beaucoup ensemble. Donc, je me permets, on va tous se tutoyer, ça sera plus agréable. Le mois de la littératie financière, c'est le 11e dans un contexte particulier. C'est des thématiques diverses qui sont abordées d'une semaine sur l'autre. Gérer ses dépenses, gérer ses dettes, gérer ses épargnes et puis naviguer dans un système financier de plus en plus complexe. Laurentine, on va commencer avec toi puisque justement tous ces thèmes viennent te chercher plus particulièrement. Tu as une vie professionnelle riche, une lecture de ces enjeux très très riche, mais on va d'abord parler à la maman, une maman nouvelle arrivante en Ontario,
francophone, mère de 4 enfants? Exactement, 4 enfants. Très bien. Qu'est-ce qui quand tu as décidé, donc on a lancé ce sondage l'année dernière, toute cette recherche-action l'année dernière avec parents partenaires en éducation, l'année dernière au mois de novembre d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a amené à répondre à ce premier sondage et au-delà de ça, d'être très active pour assister aux ateliers, pour participer à nos entretiens? Qu'est-ce qui t'a poussé, interpellé? Faiza, je te dirais que en tant que personne immigrante, famille immigrante, j'ai très vite compris que je faisais face à une grande lacune qui est celle de ne pas être suffisamment informée, outillée relativement à tout ce qui a trait aux questions financières. Aussi parce que notre éducation ne nous avait pas forcément prédisposés à cela. Et donc, j'ai aussi compris que cela relève de la responsabilité des parents et aussi du système éducatif, on l'espère, pour offrir cette éducation financière à nos enfants. Alors moi, personnellement, j'ai décidé d'être autodidacte. Je suis allée donc à la recherche des informations. J'ai entrepris de faire des recherches et j'ai été très ravie de tomber sur l'atelier que tu as donné. Pour moi, c'était une première réponse à toutes les questions que je me posais. Et quand j'ai rempli le sondage, j'étais ravie de savoir qu'il y avait un accent particulier qui est mis sur les enfants. Parce que pour moi, je me suis dit, il faut absolument que je prenne cette responsabilité-là d'offrir à mes enfants ce que moi j'ai manqué. Ça nous aide déjà à être suffisamment informés, outillés pour naviguer, mais c'est certain que pour nos enfants, c'est encore plus important. Donc, c'est pour ça que mon engagement, je suis vraiment très motivée là-dessus. Hmm. Un engagement d'ailleurs que tu exprimes dans ta recherche et dans ton souci de t'éduquer financièrement, mais aussi par rapport à d'autres responsabilités que tu prends dans la communauté. Si on veut te présenter, effectivement, tu es donc conseillère sur les questions d'égalité, d'équité, de diversité, d'inclusion auprès du secrétariat général du sous-ministre et du ministère de la Défense nationale du Canada. Mais ce chapeau-là de maman activiste et engagée, il se traduit par ta participation à de nombreux conseils d'administration, notamment comme présidente actuellement du conseil d'école du Collège catholique Franco-Ouest et membre du conseil d'école de l'école élémentaire catholique Saint-Rémy. Donc on se doute que tu as des enfants et dans une école et dans l'autre et que tu veux être au plus près de leur éducation et tu vois ce système de l'intérieur, justement, ce système éducatif. Tu parlais, quand tu as commencé à présenter ton expérience, du fait que tu étais immigrante. Quand on vient d'un autre pays, effectivement, il y a plusieurs chocs. Le choc de la culture de l'argent, du fonctionnement de l'argent au Canada, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Alors, ce qui m'a frappé le plus, c'est le concept de la dette. Oh. En Occident, dans le contexte où nous vivons, plus nous sommes endettés, plus nous sommes crédibles. Par contre, c'est pas la même chose dans mon pays d'origine. Dans mon pays d'origine, le moins tu es endetté, le plus tu es crédible. Alors, et c'est avec cette éducation que nous avons grandi. Alors, le rapport à l'argent est complètement différent. Et donc, il a fallu comprendre. Ça a été très difficile pour moi de savoir que je dois m'endetter, je dois avoir une carte de crédit, je dois avoir des dettes possibles, c'est difficile de comprendre. Je me sentais toujours très inconfortable. Et c'était toujours dit, mais si tu n'as pas la preuve que tu es capable d'avoir une dette et de gérer ta dette, tu n'as pas une bonne historique de crédit, tu n'as pas un bon dossier de crédit. Et c'est ce qu'on entend. Donc, il a fallu comprendre. Donc là, maintenant, il faut comprendre c'est quoi les bonnes dettes, c'est quoi les mauvaises dettes. C'est pas facile de naviguer à l'intérieur de tous ces concepts-là. C'est pour ça que c'est très important d'être éduqué, d'avoir cette éducation financière. Et d'autant plus important pour nos enfants qui grandissent là-dedans.
Mhm. La dette, c'est vrai, quand on vient de culture francophone, donc soit de la France, soit des pays anciennement colonisés par la France, on est très, comme tu viens de le dire, très imprégné par cette question plutôt de l'épargne en fait. Hein. La question de la dette, c'est mauvais, c'est pas bon pour la crédibilité. Donc il y a une espèce de schizophrénie peut-être même qui peut se développer. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que la dette et le problème de la dette, même la Banque du Canada se rend compte à quel point c'est un problème. En 2019 et 2021, c'est la dette des ménages qui était considérée comme l'une des plus grandes vulnérabilités financières de l'économie canadienne. Donc, le sujet qui te frappe le plus est aussi celui qui nous fragilise peut-être le plus dans cette société canadienne. Donc, cette dette pour comprendre le système, pour comprendre même comment est-ce qu'on navigue les systèmes bancaires, les systèmes financiers. Tu parlais de la carte de crédit. Et quel est l'appui que tu as reçu? Où est-ce que tu es allé chercher des réponses? Où est-ce que tu as découvert en fait ces choses-là? Alors simplement à travers mes lectures, à travers le fait que je me suis vraiment intéressée à poser le plus de questions, me rapprocher des personnes comme des conseillers financiers, des conseillers en investissement, pour comprendre davantage. On n'a pas toujours ces informations auprès de nos banques, malheureusement. Mais par contre, on est obligé avec les banques d'avoir des produits pour être bien servi. Donc, j'ai vraiment fait des recherches personnelles. Et puis, j'étais très ravie de savoir qu'il y a des organismes comme, et puis des ressources, par exemple. Comme toi, l'organisme Parents Partant Éducation, il y a plusieurs ressources dont on n'est pas toujours informé. Donc, ça veut dire que je suis simplement contente de n'être qu'au début, mais de me sentir déjà davantage informée et outillée pour moi-même, pour notre ménage, pour nos enfants et pour ma communauté, parce que au fur et à mesure que je découvre, je partage l'information, parce que c'est la même problématique avec nos compatriotes, que mes amis, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes lacunes. Donc, je suis contente de pouvoir faire ce transfert d'informations et de les inviter aussi à s'engager davantage, en sachant que maintenant, oui, il y a des ressources. C'est assez Oui, agréablement surprenant d'entendre qu'il y a un organisme comme EBE qui existe depuis 40 ans et avec tout ce qu'ils exact. ont à offrir. Et moi, je suis Oui. davantage aussi content de savoir que je peux maintenant servir de médiatrice auprès des écoles. Je suis, comme tantôt tu l'as dit, je siège au conseil d'école du Collège catholique Franco-Ouest. C'est certain que je vais en parler au conseil d'école parce qu'il faut absolument voir comment est-ce qu'on peut apporter cette ressource dans l'école et même au niveau élémentaire. Donc, c'est certain que je suis très contente d'avoir aujourd'hui l'opportunité de toutes ces ressources-là et de tous ces outils. Commencer le plus tôt possible, c'est commencer donc avec ses enfants. Est-ce que c'est une discussion que tu as actuellement avec tes enfants? Comment ça se passe? Ah oui, certainement, Faiza. Je te dirais que traditionnellement, nous avons toujours eu l'argent de poche quand nous grandissions. Donc, notre argent de poche nous servait à nous acheter des petites choses ou bien à faire des économies. Donc, je suis habituée à ça. Puis avec nos enfants, mon époux et moi, on a également embarqué là-dessus de leur offrir de l'argent de poche. Mais ce n'est pas l'argent parce qu'ils ont accompli une tâche. C'est pas ça le principe. C'est de l'argent de poche pour t'offrir ce que tu aimerais avoir. Alors, ça nous donne l'opportunité de leur parler. Par exemple, nous donnons la somme en fonction de l'âge. 5 $ pour celui qui a 5 ans, 10 $ pour celui qui a 10 ans. Puis c'est comme ça. Puis quand il utilise tout son argent de poche, puis il dit, oh, j'ai encore besoin, on lui dit, mais non, tu aurais pu épargner 2 $ ou 3 $, t'acheter des chips pour 5 $, tu aurais pu en acheter pour 2 $. Donc, ça nous donne l'opportunité d'expliquer c'est quoi l'épargne, comment dépenser, surtout avec nos ados qui veulent dépenser dans les jeux vidéo. On leur explique à la base, le jeu est gratuit, à la base. Mais Oui. aujourd'hui, tu veux dépenser ton argent pour des jeux vidéo, il faut réfléchir un peu plus si c'est vraiment important. Oui, c'est un puissant fond de discussion avec les enfants. Et tu mentionnais effectivement que d'autres parents dans ta communauté autour de toi vivent les mêmes difficultés.
Merci beaucoup, Laurentine, pour cette première partie de ton entrevue. On va revenir vers toi un petit peu au long finalement de nos échanges. Hein. Tu es notre comment est-ce qu'on va dire ça, notre phare, hein, parce que tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, d'ailleurs à l'écran, on est là pour appuyer les parents. Julie, j'ai dit que j'allais tutoyer, allez, tu es directrice générale de Parents Partenaires en Éducation. L'objet de l'organisme, c'est vraiment d'éclairer, d'accompagner, d'outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. Moi, c'est vraiment cette approche de parent, premier éducateur des enfants qui m'a tourné vers vous pour ce travail de collaboration et puis de sensibilisation autour de l'éducation financière. Ce sujet de l'argent, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu te sens personnellement d'ailleurs à l'aise? Quand je dis le mot argent, qu'est-ce que ça réveille là même en toi? Ben, pour moi, l'argent représente la capacité d'une personne de diminuer certaines vulnérabilités qu'elle peut vivre en lien avec la fragilité financière. Donc, oui, je suis directrice générale de PPE, mais je suis aussi travailleuse sociale de profession et j'ai eu l'occasion, le privilège, l'honneur d'accompagner des individus dans un parcours personnel qu'ils pouvaient vivre au niveau de différentes difficultés, des problématiques sociales qu'ils étaient en train de vivre, alors que l'on parle de personnes qui vivent des difficultés avec leur santé mentale. J'ai aussi travaillé plusieurs années en violence faite aux femmes. J'ai pu témoigner de la vulnérabilité des femmes qui vivent une fragilité financière, ou que l'on parle aussi de la communauté francophone. Il y a, pour moi, c'est un sujet qui m'interpelle personnellement parce que j'ai pu voir sur le terrain comment peut se traduire une vulnérabilité financière ou une fragilité financière par rapport à sa vulnérabilité. Exact, Julie. C'est vraiment très important que tu rappelles ce parcours que tu as eu parce que ces difficultés, ces drames même, c'est une vingtaine d'années maintenant derrière toi que tu les entends. Et c'est l'idée aussi qui traînait un petit peu de pas toujours savoir comment y répondre en fait. Hein. On est face à des drames potentiellement familiaux. Donc aujourd'hui, avec ce rôle au sein de PPE et cette recherche, c'est d'aller exposer finalement cet enjeu comme étant un enjeu systémique. On vient d'entendre Laurentine, mais même au sein de cette fonction, et puis depuis l'année dernière, les ateliers qu'on a donnés, les sondages, les conversations parents, ça a fait ressortir à chaque fois ces histoires. Donc, est-ce que tous les parents, je pose la question, on va dire poser la question, c'est y répondre, mais tous les parents doivent pouvoir être outillés financièrement et pouvoir éduquer leurs enfants, quand il s'agit aussi d'argent, n'est-ce pas? Comment ça se fait que c'est quelque chose qui a l'air d'être si tabou? Bien, je pense qu'il y a plusieurs différents contextes qu'il faut prendre en ligne de compte lorsqu'il arrive de parler de l'argent. Quelque chose qui m'a interpellée dès la première conversation avec toi, Faiza, c'était justement le lien que tu faisais directement sur le terrain avec les résultats qu'on voulait atteindre ensemble au niveau de ce projet. La démarche que tu nous avais proposée était tellement une démarche qui a résonné pour moi. Tu nous as proposé, commençons avec une recherche-action. Allons vérifier sur le terrain quels sont les besoins de nos familles francophones en Ontario. Et par la suite, mettons en place des activités, des ateliers qui vont pouvoir répondre aux besoins qui sont ressortis. Donc, pour moi, cette démarche premièrement, la démarche, le modèle d'intervention, le parcours et avec la communauté francophone, c'est quelque chose qui nous interpelle comme étant un organisme provincial francophone, mais aussi cette idée de faisons les liens entre les réalités, les défis, les besoins qu'on va pouvoir constater suite à cette recherche et justement la problématique sociale dans lesquelles nos familles peuvent se retrouver. Donc, moi, c'était une démarche qui m'avait tout à fait interpellée. Merci de vous être embarqué avec votre équipe si passionnée et passionnante en fait à le faire. Et c'est vrai que c'était cette idée aussi d'aller documenter, comme tu le dis,
un sujet parmi d'autres finalement sur lequel on manque d'informations. Hein. Dès qu'il s'agit d'aller accompagner les communautés francophones par rapport aux différents enjeux, on pourrait parler de santé mentale, hein, tu l'as d'ailleurs évoqué, un autre sujet sur lequel PPE s'engage beaucoup, la santé mentale des parents, la santé mentale des enfants avec la pandémie, tous les risques et tous les drames, là aussi je reviens sur ce mot, mais c'est vrai que c'était dramatique, cet isolement, cette coupure de l'école pendant des mois. D'ailleurs, dans le sondage que vous-même vous aviez réalisé dans le cadre de la pandémie, c'était ressorti cette question de l'argent, de même pas pouvoir parfois acheter un ordinateur pour que les enfants puissent continuer à l'école. Donc ce décalage financier, ça pousse aussi, ces difficultés financières, ça a une influence sur la capacité de l'enfant à apprendre, à s'épanouir lui-même. Oui, absolument. Et autres résultats qui sont aussi ressortis dans le cadre de ce sondage, il y avait plusieurs familles qui vivaient des contextes familiers différents, qui faisaient en sorte à ce que des fois le parent ne pouvait pas répondre à ses besoins d'accompagnement de leur enfant lorsqu'ils étaient en apprentissage à distance. Puis tout en même temps d'aussi répondre à ses besoins professionnels. Donc, plusieurs familles ont trouvé très difficile de maintenir ou de pouvoir continuer à répondre aux responsabilités, aux exigences de leur travail et aussi demeurer à la maison en accompagnement de leur enfant. Donc, ça, c'est un contexte qu'on le sait qui a pu fragiliser financièrement davantage les familles. Donc, c'était notre recherche-action en collaboration avec toi, Faiza, a été vraiment effectuée dans un temps très, très opportun au niveau de allons voir plus en profondeur quelles sont les vulnérabilités financières à ce point-ci de nos familles francophones, vu que le terrain a tellement changé lié à la pandémie. Mm-hmm. Ce qu'on a pu voir aussi dans cette recherche, c'est le manque de connexion en fait avec les différents acteurs qui sont pourtant là pour accompagner les familles sur ces questions financières, les banques, les services, les conseillers, Laurentine en parlait, les conseillers financiers, donc tous les gens, j'allais dire professionnels ou communautaires, qui sont pourtant présents. C'est une difficulté que tu vois aussi sur d'autres sujets encore qui sont vécus par les parents, cette difficulté d'aller connecter en fait avec les ressources qui sont sur place. On est en milieu minoritaire. Bien, une des raisons pour laquelle qu'on revendique tellement le modèle d'intervention, le par, pour et avec la communauté francophone, c'est parce qu'on le sait que pour être capable d'intervenir efficacement dans cette communauté, faut être très conscient et consciente des différentes réalités qui s'y retrouvent. Donc, c'est certain que si on n'arrive pas à combler les besoins des parents au niveau des barrières de la langue qui peuvent se présenter, et si aussi on tente d'offrir un service qui n'est pas connecté à la réalité culturelle de nos familles qui sont tellement d'une grande diversité, c'est certain que des fois on passe à côté de la marque et c'est certain que quand il y a des activités ou des initiatives qui se font en lien avec la francophone par l'entremise de partenariats francophones, franco-ontariens, c'est certain que notre capacité de mieux reconnaître les besoins et d'y répondre, c'est le modèle d'intervention par excellence. Mm-hmm. Plusieurs collaborations d'ailleurs et partenariats qui ont pu s'engager grâce à cette initiative de parents partenaires en éducation. On va avoir le CCO, on va avoir EBO également qui va parler juste après toi. Il y a quelque chose aussi très particulier qui s'est passé au mois de juin. Tu parlais de difficultés particulières au niveau de la langue, au niveau de la culture et le fait que d'ailleurs l'information qu'on trouve sur le marché, entre guillemets, trop souvent standardisée et laisse des réalités de côté. Donc l'immigration, la diversité de notre communauté, mais aussi très très proche de ton cœur et de ton expérience, de ton engagement en tant que travailleuse sociale, c'est cette question de l'autonomisation financière des jeunes filles et des femmes. Les femmes sont extrêmement surreprésentées en fait quand il s'agit de la pauvreté. Il y a eu un atelier que tu as engagé, tu voulais absolument qu'on parle aux mères et aux filles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet atelier ?
Donc, c'est un atelier qui a eu lieu en collaboration avec un de nos partenaires, Action Terrienne contre la violence faite aux femmes. Donc, Action Terrienne a invité ses agences membres qui sont des maisons d'hébergement et des CALAX, des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui offrent des services en français destinés aux femmes qui ont été touchées par la violence sous toutes ses formes. Donc, nous avons interpellé ces collaboratrices en rencontre afin que l'on puisse être capable, dans un premier temps, de travailler directement auprès des jeunes femmes, de travailler, de les aider à identifier un peu leur projet de vie pour les informer un peu au niveau de la réalité financière sur le terrain, de faire le lien aussi entre la vulnérabilité spécifiquement des femmes et des filles, de vivre de toutes sortes de formes de violence et d'exploitation lorsqu'elles vivent en même temps une fragilité financière. Donc, ça nous a permis de parler aux jeunes femmes, de les aider à comprendre l'importance d'être autonome au niveau financier, comment que ça peut aider à réduire leur vulnérabilité. Et aussi, ça nous a permis de dialoguer en même temps avec les mamans afin qu'elles puissent être capables d'aborder ce sujet de conversation avec leurs filles et parler de la réalité, de comment que dans notre société, souvent, on encourage la dépendance financière des femmes et des filles. On leur vend un peu un rêve qui dit que, tu sais, fais-toi-en pas trop au niveau de l'argent parce que dans la vie, éventuellement, tu vas te rencontrer une personne, un homme qui va pouvoir veiller aussi à ton bien-être financier. Donc, à quelque part, on décourage beaucoup les femmes et les filles de viser l'autonomisation financière. Il y a aussi toute la question, on sait qu'il existe dans notre société une disparité salariale entre les hommes et les femmes et il y a une analyse à en faire de comment est-ce que, si la majorité des personnes qui vivent en pauvreté, ce sont les femmes, comment est-ce que la pauvreté exacerbère leur vulnérabilité de vivre de la violence. Et là, ça nous a permis de parler aussi de la valeur du travail d'une femme et comment que souvent, on encourage les femmes par l'entremise de leur socialisation de choisir certaines carrières qui sont moins bien rémunérées que dans des carrières que l'on retrouve la présence prédominante des hommes. Donc, toute cette question a pu être abordée dans le cadre de l'atelier dans lequel tu nous as co-animé et aussi juste avoir pu regrouper aussi les mères et les jeunes filles dans des sous-groupes pour avoir une conversation intime, bien accompagnée des intervenantes qui travaillent auprès des organismes pour femmes qui ont collaboré avec nous et pouvoir aussi juste donner une occasion pour ces intervenantes de partager qu'est-ce qu'elles voient sur le terrain afin de rendre très concret la réalité qu'elles peuvent s'attendre si elles n'investissent pas davantage dans leur propre sécurité financière. J'ai adoré l'atelier, comme tu dis, Faiza, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui m'interpelle en tant que femme, en tant que grand-maman d'une petite fille et en tant qu'intervenante qui a travaillé des années sur le terrain et qui a pu voir là comment que la vulnérabilité des femmes peut être vraiment exacerbée par la pauvreté. Ouais. Ouais, on voit vraiment qu'en fait on a ouvert une espèce de boîte de Pandore en fait avec ce sujet. Déjà, je pense que ça fait peut-être une vingtaine de minutes qu'on se parle et aussi bien avec Laurentine qu'avec toi, Julie, le lien des difficultés personnelles, individuelles qu'on rencontre et les problématiques systémiques, sociétales, économiques, culturelles, etc. Là, tout se mélange au sein de ce sujet qui, pour moi, est le nerf de la guerre. Tu parlais de l'imaginaire en fait qui nous fait penser qu'un homme ou un partenaire va être potentiellement là pour nous aider financièrement. Spontanément, je me suis rappelé d'une phrase qui moi m'a beaucoup marquée et m'a engagée justement dans ce travail. C'est un homme n'est pas un plan retraite. C'est tout bête, mais ça m'a fait sortir effectivement de ce carcan ou de cet imaginaire dans lequel on grandit on peut grandir en tant que jeune femme. Tu parlais aussi des mamans. Je vais réinviter en fait Laurentine.
avec nous pour un petit moment d'échange. Laurentine, je pense que ce que Julie vient de partager là, ça sonne à ton oreille. Hein. En tant que professionnel, tu travailles sur le genre, l'égalité, l'inclusion, la diversité. Est-ce qu'il y a une question que tu as envie de poser ou une réaction que tu as à ce que Julie vient de partager, notamment peut-être par rapport à mère-fille? Oui, oui, merci Faiza. Ça serait davantage un commentaire parce que c'est très important parce que moi également je travaille beaucoup sur la dimension de l'autonomisation des femmes. Je m'assure d'avoir toujours cet ancrage ethnoculturel dans toutes les questions qui sont abordées relativement à l'autonomisation des femmes. Et moi, je souhaiterais ou je solliciterais qu'il y ait davantage le dialogue également avec les hommes, dans le sens que la perception de l'autonomisation des femmes et des filles très souvent peut générer des conflits inattendus dans un ménage, dans un couple. Et tout cela simplement au niveau de que représente un homme ou bien une femme au sein d'un ménage. Très traditionnellement dans les communautés ethnoculturelles ou je dirais originaires de l'Afrique subsaharienne dont je suis originaire. Donc je dirais que c'est très important dans ce dialogue de faire attention aux messages qu'on voudrait véhiculer afin que ce ne soit pas en contradiction avec ce pourquoi nous militons, ce pourquoi nous travaillons. Parce que je vous prendrai un exemple très, très concret. Lorsque les immigrantes arrivent au Canada, très souvent, elles sont... c'est elles qui se retrouvent être responsables financièrement de tout ce qui est, de toutes les subventions qui sont accordées pour les enfants. Et ça, très souvent, ce n'est pas facile pour les hommes de le comprendre. Et très souvent, ça crée très rapidement des conflits dans un couple et dans un ménage. Donc, lorsqu'on traite des questions d'autonomisation des femmes et des filles, c'est très important d'inclure dans le dialogue la perception des femmes, des hommes, je vous l'ai dit. Et c'est très important de s'assurer qu'il y a une cohésion au niveau de la compréhension et au niveau de ce pourquoi est-ce que nous militons. Donc, moi, j'apporte beaucoup plus cette perspective ethnoculturelle. Effectivement, l'argent, les problèmes, les questions d'argent, première source de conflit et première raison de divorce en fait hein, dans les couples. Et là aussi, on parlait de s'éduquer individuellement, d'éduquer nos enfants, mais comment est-ce qu'on s'éduque en tant avec nos partenaires pour être vraiment une équipe gagnante. Julie, c'est d'ailleurs cette question que ce point que Laurentine vient d'apporter, l'inclusion en fait des hommes dans les questions d'autonomie financière, d'autonomie, de sécurité, je devrais dire, des femmes. C'est un courant qu'on voit hein, en ce moment. C'est vraiment de retravailler la cellule familiale en fait ou la société pour un meilleur équilibre et un meilleur comment est-ce qu'on peut dire renforcement en fait partenarial. Je suis pas sûre d'avoir bien tourné ma phrase, mais j'espère que tu m'as compris, Julie. On va vers ça, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, l'atelier qu'on avait entrepris, l'atelier mère-fille, en utilisant un certain langage, on tenait à assurer un environnement d'où il y aurait uniquement la présence des filles et des femmes afin de pouvoir aborder la question avec une certaine analyse là, qui prend en ligne de compte les disparités financières hommes-femmes. C'est certain que lorsque nous adressons dans un groupe mixte, nous adaptons un peu le langage utilisé pour justement de ne pas se mettre à dos les papas hein, et les hommes qu'on interpelle dans la conversation pour être capable justement de reconnaître dans notre approche qu'il y a toute une approche, comment dire, familiale ou communautaire qui doit être prise en ligne de compte lorsque nous avons à desservir ou offrir des services à des personnes qui ont un contexte ethnoculturel qui est différent que la réalité qui est souvent vue là, dans la communauté blanche ici en Ontario. Un autre exemple que je donnerais, Faiza, c'est lorsque nous intervenons auprès de nos
de nos familles qui sont de langue française, mais qui s'identifient à une Première Nation, à la nation métisse ou à la communauté inuit. C'est aussi, ce sont des individus qui abordent beaucoup des approches, des questions au niveau d'une approche qui est communautaire. On le voit dans la façon qu'ils et elles se partagent la responsabilité de prendre soin de ses enfants. On parle ici, on voit souvent dans la communauté blanche ici en Ontario que l'approche de parenting de son enfant est une approche très individuelle. Je me responsabilise de mon enfant et ça me revient à moi. Mais on voit que c'est une approche qui est différente dans autres contextes culturels. Donc, c'est un peu la même approche qu'il faut s'adapter lorsqu'on veut être capable d'être efficace dans la livraison du message. Il faut être stratégique dans notre approche pour ne pas se mettre à dos les personnes vers lesquelles on veut collaborer. Oui, donc beaucoup de subtilités, des subtilités qu'on ne retrouve pas forcément dans les messages financiers où tout semble standardisé, un seul message, un seul outil, un seul système même. Tu parlais des subventions, on pourrait parler de la retraite qui ne prend pas en compte aussi les différentes situations et expériences de vie. Merci mesdames pour cette première partie. On va passer maintenant, là on parlait des parents, donc de leurs différentes réalités, de leurs différents besoins, de cette prise, de cette nécessité de prise en main de ce sujet-là. Rappelons-le, le titre en plus de cette table ronde, c'est francophones faisons des changements qui comptent. Donc on voit bien déjà, il y a des recommandations, il y a des changements, il y a un appétit là, il y a une revendication qui est importante. Isabelle, je viens vers toi maintenant, donc gestionnaire des services communautaires du Conseil de la coopération de l'Ontario, un organisme qu'on connaît déjà beaucoup pour son travail autour de l'innovation entrepreneuriale, sociale, communautaire. C'est l'idée d'aller travailler autour des coopératives, des entreprises sociales. Il y a donc... Et c'est lié aux valeurs d'ailleurs de l'organisme, qui sont responsabilité personnelle et mutuelle, démocratie, égalité, équité, solidarité, l'honnêteté, la transparence. Donc, grâce à, je pense, guidé par ces valeurs, en fait, le Conseil de la coopération de l'Ontario propose également des ateliers pour les enfants. Isabelle, un peu comme je l'ai fait pour Julie, le mot argent, en fait, il représente quoi pour toi? Je pense que il me semble que vous parliez pas beaucoup d'argent en famille, par exemple. Oui, effectivement, c'est un problème vécu dans mon enfance, mon adolescence. Quand on a commencé à parler de ce sujet, un souvenir m'est revenu où on était en vacances en famille et on partait toute une semaine et donc au bout d'une semaine, j'ai demandé à mon père combien coûtait cette semaine de vacances en famille et sa réponse a été nette et coupante, c'était « ça ne te regarde pas ». Et c'est drôle parce que ça m'a laissé l'impression que parler d'argent, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et ça m'a vraiment marqué. Et ça m'est revenu quand on a commencé à parler de ces sujets-là. Et donc, je me rends compte aujourd'hui où j'ai la chance de pouvoir animer des ateliers sur les finances dans les écoles dès la classe de 3e, 4e, et je revis un petit peu cette expérience où effectivement les enfants, ça fait pas partie de leur quotidien avec leur famille et de l'éducation, c'est pas assez poussé, ils ont des notions, mais il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Donc oui, voilà, quand on parle argent, je me dis il y a du travail. Exact, il y a du travail. En plus, toi-même, certaines des réalités que Laurentine a partagées, je pense, ça a dû résonner aussi avec toi puisque tu es immigrante de la France, ça fait 2 ans à peine. Donc, cette découverte que tu fais toi-même, tu la partages avec les enfants. Une statistique que je trouve vraiment saisissante, c'est 95,9%, donc c'est très précis, des élèves de 15 ans au Canada obtiennent leur information sur les finances personnelles de leurs parents d'abord. Donc, quand on entend cette statistique, on se dit « Oh mon Dieu, mais les parents parfois eux-mêmes sont démunis ou ont un mindset, là, un état d'esprit par rapport à l'argent qui est particulier. »
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, ou en tout cas une belle direction, c'est que en 2019, le gouvernement de l'Ontario a décidé de faire de l'éducation financière dans les écoles une priorité. Donc, il y a eu un changement de curriculum et c'est dans ce contexte-là que peut-être vous avez un peu plus de facilité à faire rentrer vos services d'éducation dans les conseils scolaires, ou en tout cas, je l'espère. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui en termes d'éducation financière au sein des conseils? Alors, effectivement, alors il y a beaucoup d'enseignants donc qui travaillent sur le sujet avec leurs élèves et qui en parallèle font appel au programme d'éducation financière qu'on offre. On travaille avec 3 programmes en fait qui sont créés par Desjardins. C'est le programme PES scolaire qui s'adresse aux petits 4e à 6e. Là, ce sont deux ateliers assez simples où à travers des activités et des jeux, on commence à leur donner quelques petites idées sur le coût de la vie, sur les modes de paiement, connaître un petit peu le vocabulaire. Ensuite, on passe au programme Mes Finances 101. Là, on commence à rentrer dans des sujets un peu plus sérieux sur l'épargne, le budget, la fraude, la sécurité des paiements. Et il y a un vif intérêt effectivement des élèves à ce niveau-là et ça les prépare idéalement à ce qui suit ensuite avec le programme Mes Finances, Mes Choix. Là, ce sont carrément 17 modules qui abordent tous les sujets de la vie financière, parfois présente, mais aussi future des jeunes en secondaire. Et ce que j'ai constaté, c'est que si l'éducation, en partie des enfants, vient de leurs parents, il y a effectivement un problème, puisque par exemple, nous, quand on est arrivé ici, au Canada, donc il y a 2 ans, je ne connaissais pas le fonctionnement des cartes de débit et des cartes de crédit. Des choses aussi simples que ça, pour nous, c'était nouveau, parce que ça marche pas comme ça en France. Donc, je pense qu'il faut travailler auprès des enfants dès le début, effectivement, pour qu'ils commencent à comprendre comment ça marche, mais aussi avec, je pense, les parents et donc beaucoup de parents immigrants. On fait aussi des ateliers. En ce moment, à Sudbury, on lance une série de 8 ateliers et je pense qu'il y a beaucoup de populations immigrantes récentes qui va beaucoup gagner à assister à ces ateliers pour apprendre des choses que moi-même j'ai appris au cours de ces 2 dernières années en tant qu'immigrante récente. Absolument. D'ailleurs, je reviens sur un résultat du sondage qu'on avait mené donc l'année dernière ou tout début de cette année en fait aussi auprès des parents et cette question des connaissances en finances personnelles. C'était intéressant. On leur avait demandé de s'auto-évaluer en fait les parents et les parents qui étaient nés en Ontario considéraient à 64% qu'ils avaient une bonne connaissance ou une très bonne connaissance, mais ce pourcentage-là tombait à 43% quand les parents étaient nés à l'extérieur, en fait, en dehors de l'Ontario. Donc, quelque chose qui vient confirmer, en fait, ce que tu viens de dire. 17 sujets, n'est-ce pas, pour vos ateliers Mes Finances, Mes Choix. Quels sont ceux dont tu sens qu'ils ont été impactés par la pandémie, parce qu'en plus, il y a peut-être un appétit encore plus important. Les jeunes ont vu leurs parents peut-être en difficulté à cause de la pandémie. Est-ce que ça s'est ressorti dans vos discussions? Est-ce que les enfants partagent leur expérience personnelle pendant les ateliers? Alors, moi, j'aime beaucoup dans ces ateliers l'aspect très pratique qui existe et on sollicite beaucoup les étudiants, les élèves, et on les fait partager leurs expériences. Donc, c'est vrai que si je prends un exemple dans l'atelier budget, c'est vraiment le premier atelier, le principal, parce que je pense que le budget est à la base de tout. On met en place pendant un moment, on crée un vrai budget grâce à un outil dynamique et on fait remplir ce budget par les élèves, à commencer par le revenu. Alors, on imagine un revenu à peu près moyen et après, on remplit ensemble les différentes partie du budget pour les dépenses. Et j'essaie de les interroger. Est-ce qu'ils savent combien leurs parents remboursent comme hypothèque? Quel est le coût de l'abonnement Internet? Qu'est-ce qu'ils payent comme loyer? Toutes ces questions-là, on passe à travers et puis on se rend compte que ils sont pas très connaissants de la réalité de ces choses-là et ils découvrent la somme des dépenses qu'il faut
prévoir dans un budget. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu encore déconnectés. Ils ont un iPhone, ils savent parfaitement bien le coût du dernier iPhone qui vient de sortir. Par contre, ils sont pas très conscients des coûts qui sont liés à l'iPhone, de l'abonnement que leurs parents payent pour cet appareil, par exemple. Et il y a cette déconnexion pour le moment et ces lacunes, comme disait Laurentine, qui ont besoin d'être comblées pour qu'ils soient plus en contrôle de la réalité de la vie financière. Donc, par rapport à la pandémie, je suis pas sûre qu'ils soient très touchés par ça parce qu'il y a une sorte de déconnexion qui existe encore et qui n'est pas faite à cet âge-là. Donc, je pense que plus tôt on commence, effectivement, plus on a de chances qu'arrivés adultes, ils seront en contrôle de tous ces aspects-là. Oui, d'autant qu'en fait, la pandémie a une conséquence directe sur leur capacité à peut-être commencer leurs études avec de l'argent de côté qu'ils pourront recevoir de leurs parents. Ça change aussi, on a vu les prix en ce moment qui sont en train d'exploser, les prix du coût de la vie qui sont en train d'exploser. Je dirais aussi même au niveau plus, si on se projette dans le futur, des métiers qui vont aussi être complètement transformés. Donc, est-ce qu'ils se parlent de ce qu'ils vont gagner potentiellement par rapport à leur choix de carrière, etc. Ça, c'est tous les éléments que vous êtes en train d'apporter ou d'enrichir en fait dans la situation. Tu me disais, Isabelle, quand on préparait cette table ronde, que la demande avait vraiment explosé, énormément d'ateliers sur les premiers mois de la pandémie. Aujourd'hui, comment ça se passe et qu'est-ce que vous auriez peut-être besoin de faire ou de dire pour pouvoir répondre à cette demande-là? En fait, là, il y a eu oui, effectivement, la fin de l'année dernière, on a animé beaucoup d'ateliers. Cette année, on a renouvelé avec un conseil scolaire des ateliers pour toute l'année scolaire. Et après, il y a des demandes plus ponctuelles qui viennent. Donc, on est en train d'agrandir notre équipe d'animateurs. Je pense qu'il faut qu'on en parle, qu'on fasse connaître ces possibilités d'animation en parallèle de ce que font déjà les enseignants pour que ça rentre vraiment dans l'éducation des enfants, parce que c'est pas un aspect anodin. Et comme tu dis, les statistiques montrent qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc, peut-être travailler plus avec nos partenaires, avec parents, partenaires en éducation. Je vois qu'il y a effectivement des partenariats qui peuvent se mettre en place pour entrer tout ça plus dans la réalité du quotidien des élèves. Oui, et les caisses des jardins qui sont présents dans les écoles depuis très longtemps, parce que je parlais dans le cadre de nos entretiens avec une maman qui avait peut-être autour du même âge que moi, là, la quarantaine, et qui avait découvert les notions d'argent de poche avec les petites caisses, les petites valisettes en fait des jardins au sein des écoles. Donc un premier partenariat qui vous soutient et le CCO et d'ailleurs EBO avec qui on va parler très bientôt avec Marc, directeur général. Julie, je voudrais bien te rappeler donc sur le stage en face de nous pour une question, donc pour un petit trio, un petit échange. Cette ressource CCO qui travaille dans les écoles, elle existe. Des enseignants qui maintenant depuis 2 ans parlent un peu plus de finances à leurs enfants, ils existent et pourtant on a l'impression, et on l'a entendu d'ailleurs dans l'atelier que CCO a donné il y a 2 semaines auprès des parents de PPE dans le cadre des conversations hebdomadaires, que ces ressources ne sont absolument pas connues des parents. Donc, qu'est-ce qui se passe que les ressources, certaines ressources, pas assez, mais certaines ressources existent pour les francophones et les parents ne sont pas au courant? Où est le manque? C'est une bonne question, Faiza. C'est quand on veut aller impliquer les parents, quand on veut les ressourcer dans ce rôle de premier éducateur, c'est quoi de quelle façon stratégique est-ce qu'on peut aller rejoindre nos parents et est-ce qu'on peut avoir ce dialogue? Moi, j'aimerais proposer que le réseau de PPE est un partenaire qui est très bien positionné pour jouer un rôle qui serait instrumental à aller rejoindre les parents et à leur communiquer cette information. Nous sommes très bien positionnés pour jouer ce rôle d'intervenant essentiel en lien avec tout ce qui peut être éducation offerte aux enfants, qui inclut aussi cette éducation financière. Donc, c'est certain que tout le travail qui est à faire
lorsqu'on veut aller éduquer nos enfants, doit se faire en collaboration avec tous les parties prenantes, que ce soit des différents intervenants communautaires, que ce soit nos parties prenantes dans le secteur de l'éducation, que ce soit aussi au niveau là, de tout le beau travail qui est fait en salle de classe, aussi par l'entremise de nos partenaires économiques. Moi, je dirais, là, c'est la collaboration, les partenariats, les approches là, qui visent à aller rejoindre dans le milieu là où se situent les parents pour être capable de les interpeller. Des parents, si un parent n'est même pas nécessairement conscient du rôle qu'il a la capacité ou qu'il est invité à jouer, des fois, le manque d'engagement, c'est juste simplement un manque de compréhension du rôle que le parent peut jouer dans la structure éducative. Puis, je veux dire, d'ailleurs, c'est tellement important. On le sait qu'un parent qui joue activement et plein rôle de premier éducateur, que les chances de réussite de son enfant, non seulement à l'école, mais dans la vie, sont rehaussées de façon exceptionnelle. Donc, voilà l'importance d'y penser et de activement inclure les parents dans la collaboration. Oui, on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Laurentine, extrêmement engagée et d'ailleurs présidente de son conseil, et se demandait comment est-ce qu'elle pouvait faire venir les ateliers au sein de ces écoles. Donc, CCO travaille sur la partie nord et sud-ouest, n'est-ce pas, de notre province. EBO offre les mêmes services sur la partie est. Isabelle, avant de passer justement à ton collègue d'un autre organisme et engagé sur les mêmes besoins, si un parent nous écoute aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir ces ateliers qui viennent vers ses enfants dans son école, et est-ce qu'il peut même vous contacter pour savoir ce qui se passe pendant ces ateliers, pour faire un espèce de trio gagnant là, entre vous l'éducateur, le parent et puis l'enfant. Donc c'est le moment de faire l'appel. Comment est-ce qu'on fait ? Oui, alors j'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas sûre du tout que les parents aient été à l'origine des ateliers que leurs enfants ont pu avoir à l'école. Et je trouve que c'est dommage effectivement qu'on fasse ces ateliers qui sont vraiment très appréciés. On fait toujours un sondage à la fin de l'atelier auprès de l'enseignant et auprès des élèves, et vraiment le taux de satisfaction est très élevé et ils en redemandent. Donc je trouve ça super l'idée d'inviter, d'aller un petit peu élargir le cercle et arriver à entrer les parents dans cette dynamique. Donc pour que ça vienne de la part des parents, je pense que le plus simple c'est d'aller sur la page sur le site internet du CCO. Peut-être qu'on va le voir à l'écran comme tout à l'heure. Et il y a une page dans programme Mes finances, mes choix qui voilà. Donc là on a une bande des bandes annonces qui tournent, mais voilà. Ah bah merci, super. Voilà, on a une page Mes finances, mes choix qui présente. Merci François. Merci. Ça, ce sont les ateliers qui ont lieu en ce moment, enfin qui vont avoir lieu en novembre. Et alors ça, c'est le mois de mars par contre. Donc par le biais de cette page, il y a un lien en bas pour entrer en contact avec nous. Ils peuvent aussi s'adresser à leurs écoles, à la direction, qui sauront nous trouver sans problème. Et avec eux, on voit comment on met en place un programme plus ou moins important. On peut commencer avec juste quelques ateliers. Et puis, il y a des possibilités de financement pour les écoles, selon comment ils font fonctionner leur budget, avec vice-versa notamment. Donc, voilà, on organise ça au cas par cas. Merveilleux, une réponse bien complète. Donc, des parents qui partagent leurs besoins et qui demandent à avoir des solutions. On a maintenant votre numéro de téléphone, Isabelle. J'espère que ça va donner suite et que plus d'enfants, mais aussi plus de parents pourront accéder à ces ressources. Une autre ressource qui est essentielle, je le citais déjà depuis le début. Merci Julie et Isabelle, on vous retrouve encore dans quelques minutes. Marc, qui est positionné sur l'est de l'Ontario avec le Centre d'éducation financière EBO qui existe depuis une quarantaine d'années. Comment ça va, Marc ? Très bien, merci. Tu as écouté toute la discussion là jusqu'à maintenant. Ah, oui. Ouais, avant d'être directeur, j'ai été conseiller budgétaire et tout ce que j'entends là, ça résonne avec toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes 5 ans de carrière.
Et exactement, donc nouveau directeur de ce pilier francophone, franco-ontarien de l'éducation financière et du soutien des familles en situation d'endettement. Je pense qu'on va avoir à l'écran d'ailleurs une petite diapositive qui présente vos différents services. Et tu viens de le dire, Marc, avant d'être directeur général, tu as travaillé toi au plus près en fait de l'accompagnement des parents en tant que conseiller budgétaire, en tant que préparateur d'impôts, oh mon Dieu, comme on en a besoin de préparateurs d'impôts, animateur d'ateliers également, donc beaucoup d'informations, de réalités qui te sont venues. C'est le droit des parents les plus vulnérables dont vous vous occupez le plus. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué et qui te nourrit peut-être encore dans ton nouveau travail pour étendre vos services aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a frappé des parents? Histoire personnelle, j'ai connu aussi il y a 15 ans quand je suis arrivé au Canada le changement de système financier auquel je devais m'adapter, la différente manière de faire du crédit. Mais en termes d'histoire qui m'a marqué, un de mes premiers clients comme conseiller budgétaire faisait confiance aux prêteurs sur salaire. Pour lui, il avait vraiment pas confiance dans les cartes de crédit. Et il faisait vraiment, pour lui, c'était un système simple, prêteur sur salaire. Il y avait $18 à payer pour tous les $100 qu'il empruntait. C'était clair, il devait aller le repayer dans un magasin. C'était simple d'aller là-bas. J'ai essayé de plusieurs manières de l'éduquer sur le coût qu'il avait à aller dans ses prêts sur salaire comparé aux intérêts d'une carte de crédit. Et pour lui, c'était juste une connexion qui ne se faisait pas parce que c'était beaucoup plus compliqué. La carte de crédit, c'était des intérêts annuels. Donc, il avait ce chiffre de 25% qui venait là. Et je pense que c'est là où il y a vraiment besoin que ça soit pour les enfants, bien sûr, de leur donner de l'éducation financière le plus tôt possible et les entraîner à utiliser tous ces concepts, mais aussi aller voir les personnes de nos âges qui ont été peut-être dépassées par tous les nouveautés financières qu'on voit apparaître tous les jours et de plus en plus encore. Oui, effectivement, tu parles des prêteurs sur salaire. Je voyais un article il y a quelques jours dans la presse qui parlait d'une étude qui me reviendra pas à l'esprit, mais qui montrait que les nouveaux systèmes de prêteurs sur salaire qui existaient sur les sites, sur Internet en fait, pratiqués parfois quand on faisait des mathématiques. Alors un peu compliqué, hein, ils cherchent toujours à complexifier le système. C'est pour ça que ton client restait peut-être avec le 18%. Mais si on faisait le calcul, on était à 360% de taux d'intérêt annuel. Le taux maximum autorisé au Canada est quand même de 60%, donc il y a du travail à faire dans la défense du consommateur. Donc là, on a parlé juste avant avec Isabelle, et c'est un service que vous offrez aussi, de l'accompagnement de l'éducation auprès des enfants. Vous accompagnez aussi les adultes pour le meilleur, donc le budget, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on contrôle en fait son argent, et aussi pour le pire, l'endettement, quand vraiment les situations sont devenues compliquées. La pandémie, est-ce que vous avez déjà vu les effets à EBO? Est-ce que vous avez déjà ces parents qui viennent vous appeler à cause des conséquences de la pandémie ou ça tarde un peu? C'est un peu un effet à double tranchant, la pandémie. On a eu une réduction dans la demande de nos services d'aide. Donc, on a de la consultation budgétaire pour aider les gens qui ont des problèmes financiers. C'est du suivi un à un. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup d'aides qui ont été données, que ce soit des délais pour les paiements, que ce soit bien sûr les aides gouvernementales qui ont été introduites. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés presque dans une meilleure situation financière. Alors, je dois préciser qu'on travaille surtout avec les gens à très faible revenu. Et donc, pour certains, le revenu a augmenté et les facilités de paiement ont aussi augmenté. Mais la sortie de ces aides-là va laisser d'énormes traces. On voit déjà tous les problèmes actuels maintenant, des conséquences d'avoir utilisé pour des gens qui étaient à très faible revenu, d'avoir utilisé les aides gouvernementales et quelquefois
peut-être qu'ils n'y avaient pas droit, ou peut-être que c'était mal compris, mais payer les impôts l'année suivante sur les aides que vous avez reçues, pour des gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils étaient déjà à très faible revenu avant, c'est une surprise. Pour les gens qui ont vu leur revenu augmenter en 2020 et qui ont, par exemple, le supplément de revenu garanti pour les aînés, ce supplément de revenu garanti, automatiquement, va être plus faible quand il est calculé automatiquement. Donc, on voit les conséquences aujourd'hui qui sont un peu un délai de ce qui allait se passer à cause de la pandémie. On n'a pas encore vu... On voit maintenant plus de gens qui ont des problèmes de dette qui reviennent avec ça, et je crois que les syndics aussi ont leurs chiffres qui commencent à monter en termes de faillite ou d'autres propositions. Les coûts de la vie qui ont augmenté, on voyait dans le sondage aussi, dans les résultats du sondage réalisé avec PPE, que plus de la moitié de nos répondants dépensaient 40% et plus de leurs revenus sur le logement, par exemple. Le logement abordable, c'est un des sujets qui revient souvent. On a eu, il y a quelques semaines, des élections, c'était au centre des discussions. Est-ce que c'est une des raisons de l'endettement pour les familles, cette question du coût de la vie qui augmente, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient endetté? Il y a souvent des événements de vie qui propulsent les gens vers l'endettement. Il y a des gens qui ont été préparés financièrement, il y a les gens qui ont peut-être un coussin financier qui passaient ces événements de vie. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas le coussin financier. Donc, les gens à faible revenu, les événements de vie, que ce soit une séparation, un accident, c'est souvent catastrophique. Donc, nous, c'est ce qu'on voit surtout dans la population à faible revenu qu'on sert. La question, c'était qu'est-ce qui pousse les gens vers l'endettement? Pour ceux qui sont à très faible revenu, là, quand on parle d'inflation à 5%, ça va pousser les gens de manière très, très rapidement vers l'endettement. Pour ceux qui sont déjà... S'ils ont accès, en fait, à la possibilité d'avoir des dettes. Parce qu'on a aussi toute une catégorie de population qui a accès à crédit. Et donc, ils ne s'endettent pas, mais ils se retrouvent à ne pas pouvoir payer leurs factures, ce qui est une autre forme d'endettement. L'électricité qui est coupée. Donc, l'inflation a vraiment un impact, va avoir un impact. Moi, c'est une de mes plus grosses peurs là actuellement pour la population qu'on sert. Elle va avoir un impact qui va vraiment pousser certaines personnes au bord de la rupture. Et je pense qu'on va le voir, nous, à EBO, très rapidement. Donc, moi, j'aurais presque un appel. Il y a beaucoup, les gens à faible revenu reçoivent des prestations gouvernementales, des bénéfices, que ce soit l'allocation pour les enfants, le supplément de revenu garanti ou simplement l'aide sociale de l'Ontario. Il va falloir que ces aides-là soient augmentées très rapidement si l'inflation continue à ce rythme-là, très rapidement et puis significativement, parce qu'il y a certaines aides qui étaient déjà faibles avant la pandémie et qui deviennent encore de plus en plus faibles. Absolument, merci. Merci de ta réponse parce qu'il y a vraiment une grande stigmatisation en fait de l'endettement, alors que c'est vraiment ce qui a choqué le plus. Laurentine nous le disait en début de conversation, c'est cette notion de la dette en fait au Canada. Il faudrait s'endetter pour être crédible, et on a trop souvent l'impression, comme c'est tabou, que c'est qu'on a beaucoup dépensé. En ce moment, on entend pas mal de coachs budgétaires qui nous disent d'arrêter de boire des lattés, comme si en arrêtant d'aller chez Tim Hortons ou Starbucks, je veux pas privilégier l'un ou l'autre. Ça allait mieux, alors que effectivement il y a tous ces éléments qui rentrent en compte que tu viens de partager. On parle des familles les plus vulnérables. Ce qu'on a pu voir aussi avec la pandémie, c'est que les difficultés d'endettement touchaient aussi les familles de la classe moyenne. Jusqu'à il y a quelques semaines, on avait un ministère de la classe moyenne, on n'en a plus. Cette classe moyenne, est-ce qu'elle est à risque également, notamment l'endettement pour acheter des maisons? Même dans la région d'Ottawa, ça a explosé. Et ça fait partie des sujets, des discussions qui reviennent systématiquement dans les familles. Est-ce que tu es inquiet aussi de cet endettement des familles de classe moyenne qui sont pas touchées, qui sont pas accompagnées? Je suis inquiet parce que c'est peut-être une partie de la population pour lequel c'est plus difficile de trouver du soutien. Quelqu'un qui est
aisé financièrement peut faire appel à des conseillers financiers ou payer pour des services qui vont les aider. Les gens à faible revenu, je pense que malheureusement EBO n'est pas assez connu, on n'a pas assez de ressources, mais il existe certaines organisations comme nous qui pourront aider gratuitement les gens qui sont à faible revenu. Et la classe moyenne se retrouve dans cette zone où peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de service gratuit pour eux. Nous, en tout cas, à EBO, on parle de vulnérabilité financière et pas simplement de faible revenu. Quelqu'un qui aurait des dettes et qui ne sait pas où se tourner peut toujours se tourner vers EBO. On trouvera des réponses, on aidera, ça c'est sûr. Tu parlais du logement. Le logement j'ai l'impression d'entendre ma prédécesseuse Hélène Ménard. Dans un budget, il y a 3 choses qui sont importantes, c'est le logement, le logement, le logement. Dans les politiques du gouvernement, ça devrait être le logement, le logement. Ou avec les gens à faible revenu, c'est plus 70, 75, 80, 90% du revenu qui va vers le logement. Quand vous n'avez pas de logement subventionné, vous êtes à faible revenu. Là, c'est même catastrophique quand on voit ce genre de choses. Le logement, c'est une des choses qui est aussi le plus dur à changer. Il y a certaines dépenses que vous pouvez ajuster quand il se passe quelque chose. Le logement, il est fixe. C'est très compliqué de déménager, de trouver un logement moins cher, de plus petit. C'est déjà compliqué de trouver un logement moins cher, mais déjà simplement le fait mental de devoir se préparer, payer pour un déménagement, c'est quelque chose qui est très dur. Donc le logement, il reste là, il est fixe. Il augmente avec le temps et il peut devenir un problème sans qu'on s'en aperçoive. Absolument. Et tu parlais de Hélène Ménard, donc ta prédécesseuse, avec qui j'avais eu... je ne sais plus, en tout cas, j'avais eu une excellente conversation avec elle il y a 4 ans, je pense 4-5 ans, quand j'avais commencé à me pencher un peu plus sur ces questions de littératie financière, et elle m'avait raconté l'histoire en fait des subventions gouvernementales des années 50 à aujourd'hui, et effectivement ça serait assez simple de voir à quel point ces allocations de soutien aux plus vulnérables ont très très peu augmenté comparé au coût de la vie qui lui a explosé. Donc on a un décalage qui est énorme et qu'il faut pouvoir adresser assez rapidement. Donc ça c'est un des appels supplémentaires je pense qu'on peut faire. Avant de revenir un petit peu tous ensemble pour aller chercher les recommandations, pour aller chercher les conclusions, quel est ton conseil, Marc, aux parents pour reprendre le contrôle sur leur argent? On parle de peur, on parle d'inquiétude, on parle de difficultés face aux mathématiques. Il y a toujours des raisons. Quand j'échange avec des parents qui me disent moi, mon argent, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, et voilà ce que je ressens quand je le fais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces parents-là? Faut pas attendre. Ici, donc EBO, le nom c'est Entraide budgétaire Ottawa. EBO a été créé quand un groupe de résidents de Vanier a suivi, je crois, un atelier sur le budget, et ils ont voulu commencer une organisation, partager cette source d'information. Parce que j'ai entendu, il disait, le budget c'est au centre de tout, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, et donc il y a des réflexes de se dire on le fera demain, c'est pas tout de suite, il y a des choses plus importantes, il faut payer les factures ou quelque chose. Je crois qu'il faut vraiment se pencher dessus très rapidement et avoir un plan budgétaire et puis une méthode de travail. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. On a toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Je crois qu'il existe de plus en plus de ressources d'éducation financière, d'outils qu'on peut utiliser pour faire ce genre de choses, d'organisations telles que EBO qui peuvent vous aider à faire ces premiers pas et à faire un budget peut-être différemment. Je crois une des chances avec l'éducation vers les enfants, c'est qu'ils ont priori, ils ont pas encore d'habitude. Donc on peut sûrement avoir un très gros impact quand ils sont jeunes et si on fait les bonnes choses. Donc j'apprends vraiment à discuter les questions d'argent
le plus souvent possible avec eux, de manière extrêmement ouverte. Par contre, pour les parents qui ont déjà des habitudes, qui ont déjà des responsabilités, il y a des choses qui... Ça devient très difficile à changer, mais il faut le voir comme un investissement pour l'avenir. Donc, mon premier conseil serait soit faites un budget vous-même, soit trouvez quelqu'un qui va vous aider à faire un budget. Si vous avez le moindre doute que vous avez des problèmes ou que vous pourriez avoir des problèmes dans la vie. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que le message a été entendu. En tout cas, le message a été entendu par Laurentine, que je vais rappeler pour un petit trio. Puisqu'en fait, dans ces ateliers, dans toute cette démarche en fait qu'on a eu ensemble, il y avait ce choc de la dette que tu as évoqué, de comprendre à quel point la dette semblait centrale dans cette culture financière du Canada. Et puis le budget, tu as pris ça en main. Hein. Maintenant, tu sais que OBO existe. Tu parlais de ton engagement dans ta communauté. Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, hein, quelques kilomètres. Voilà une ressource qui pourra venir soutenir les parents les plus endettés que tu peux connaître. Ce budget, ça a révélé ce travail autour du budget que tu as engagé. C'était de dépasser une peur. Tu me l'avais partagé. Il y avait une peur de ce que tu allais découvrir. Oh oui, certainement. Et puis, c'est phénoménal tout le travail qu'on a entrepris, l'impact psychologique qui est très important parce que le rapport à l'argent toujours vient de comment est-ce psychologiquement on se sent. Est-ce qu'on est cette peur-là justement, comment dépasser cette peur pour que l'argent ne soit pas une source d'inquiétude, mais plutôt une source d'épanouissement. Quand on vit dans cette peur-là, l'argent représente beaucoup plus une source d'inquiétude qu'autre chose. Mais se sentir équilibré dans son budget, dans de la notion de la dette, de pourquoi on a la dette, de comment on dépend, on reprend le pouvoir sur soi-même. Et ça, c'est un travail de fond à faire. Donc, je suis très ravie de savoir qu'il y a des ressources comme EBE. Et c'est certain que tout de suite, je vais en parler non seulement autour de moi, c'est-à-dire que avec des compatriotes, dans les communautés où je suis investie, mais aussi auprès des écoles. Parce qu'il faut absolument que le message soit davantage partagé. Je sais pas si je peux déjà parler au niveau parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup écouté ce que Julie et Isabelle ont partagé. Et puis, il y avait une question au niveau des ressources pour rejoindre les parents. Et ce que je pourrais partager comme stratégie, ça serait d'aller faire, j'appellerais ça du recrutement, ou du marketing, mais ça serait d'approcher davantage les associations et les regroupements des personnes issues des communautés immigrantes. Il y a plusieurs associations qui sont bien constituées, il y en a énormément, et qui justement sont des acteurs. Ce serait très souvent, il y a ce clivage entre les ressources d'un côté, puis ces associations qui essayent des fois tant bien que mal de trouver toutes les ressources dont elles ont besoin. Pas uniquement pour pouvoir s'acheter des maisons, pour des cotisations, des tontines, mais aussi ce type de ressources d'éducation financière. Puis, quand je vous parle de regroupement des communautés immigrantes, là, je ne vous parle pas de 10 associations ou de 20 associations, je parle de plusieurs associations. Donc, ça serait important, si c'est possible, de faire cette démarche proactive, d'aller vers ces associations. Moi, je suis impliquée dans plusieurs associations, donc c'est certain que je serais ravie déjà de jouer ce rôle de médiatrice, tel que je voudrais le faire pour les écoles. Donc, ça serait excellent comme stratégie pour rejoindre les familles, les parents. Parce que vous savez, c'est pas toujours tous les parents qui auront la chance d'être informés à travers leurs enfants qui auront reçu la formation à l'école. Absolument. Donc, une deuxième recommandation. Oui, je vais laisser. Non, je voulais juste faire un point. On a entendu parler de Mes finances, mes choix pour les étudiants ou pour les étudiants du secondaire. C'est aussi une ressource qui est disponible
pour les adultes. Les adultes. J'ai entendu que Isabelle, le CCO, fait la même chose que nous. C'est quelque chose qui est totalement adaptable aux adultes, et on fait beaucoup de présentations dans des centres communautaires pour les adultes et pour les nouveaux arrivants. Par contre, on n'en fait pas assez, ça je suis d'accord. Oui. C'est pas un manque de c'est pas un manque de demande, c'est un manque de ressources, mais vraiment Voilà. c'est quelque chose qu'on peut pousser. Oui, j'avais eu l'occasion, c'était une de mes premières initiatives en termes d'éducation financière, de faire une recherche sur le niveau d'éducation financière des femmes immigrantes de la grande région de Toronto. C'était un collaboratif avec 8 organismes il y a 5 ans, je pense, si je ne me trompe. Le CCO, à l'époque, j'avais eu l'occasion d'inviter déjà le CCO pour faire un des ateliers que j'avais évalué, et une autre initiative à l'époque que j'avais évaluée, c'était d'un organisme très 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 actif, Sophie Franc, dans la région de Welland-Niagara, et là c'était EBO qui de façon virtuelle avait donné les ateliers à des adultes, et j'avais eu la chance de les évaluer aussi. Donc effectivement les ressources sont là, enfin les demandes sont là, les ressources sont là, mais Laurentine, tu as pointé sur le mot magique, j'allais dire marketing. Alors, à bon entendeur, salut, hein, on ne sait pas qui va regarder cette vidéo, mais le petit appel que je me permets déjà de lancer, c'est que trop souvent dans les organismes communautaires, la ligne budgétaire, ce qu'on appelle une ligne budgétaire dédiée à la communication, est ridiculissime. L'information, la communication, ce qu'on appelle l'outreach en fait envers la communauté, c'est essentiel pour aller chercher le meilleur impact. Donc des ressources pour développer des programmes et avoir des intervenants qui sont d'ailleurs des intervenants de travailleurs sociaux qui doivent être aussi rémunérés correctement. Oh là là, je me lance là dans mon activisme, hein. Les messages vont passer oralement mais à l'écrit aussi. Donc que les équipes soient formées, soient solides financièrement, mais aussi qu'elles aient la capacité, comme tu viens de le dire, Laurentine, d'avoir des heures dans leur travail et du budget pour aller toucher ces organismes communautaires, ces groupes communautaires, formels, informels qui existent, et être sûr que l'information va où il faut. Il en va, je pense, du développement économique, social, citoyen de nos communautés francophones en milieu minoritaire. C'est tout le but de notre discussion. On arrive bientôt à la fin. Je vais rappeler Julie et Isabelle pour peut-être un dernier, un petit tour de table là pour notre conclusion. Je viens déjà de formuler ma propre demande, on va dire. Il faut un écosystème de soutien, n'est-ce pas, autour des individus, autour des familles. On a les organismes représentants des parents, on a les organismes comme CCO et EBO qui travaillent à l'éducation financière et puis au soutien face à l'endettement. On a mentionné les institutions bancaires, les conseillers financiers, les organismes associatifs. On aurait pu parler aussi de santé et de justice, on a parlé de logement. On pourrait parler des employeurs d'ailleurs. Le salaire minimum qui a très généreusement augmenté en Ontario de 15 centimes au 1er octobre, c'est un petit peu difficile. On pourrait parler aussi des médias, des institutions gouvernementales. Bref, il faudrait tous ces organismes, toutes ces entités qui travaillent ensemble pour faire un écosystème efficace. J'ai une première question en fait pour vous, pour cette conclusion, c'est quelles sont, à votre avis, les ressources, les francophones, vous l'avez un peu saupoudré, pardon, je me perdais un petit peu dans mes pensées parce qu'il y en a beaucoup en fait, hein, beaucoup de choses qui se sont dites. Mais là, c'est pour les francophones. Julie, tu le disais, avec les francophones. Les francophones en milieu minoritaire, on a moins de ressources, on a des besoins spécifiques. Quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous voudriez voir de fait, de mieux, de plus pour nous soutenir dans notre développement économique et dans notre sécurité financière? Qui commence la revendication? Julie, peut-être. Qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux soutenir les francophones? Je pense que
la mobilisation de chaque personne qui a un rôle à jouer, qui est interpellée dans le dossier. Je pense qu'on a vraiment besoin là, de leadership au niveau de cette question pour être capable de mener la charge et pour être capable de stimuler les conversations. Je crois que la communauté francophone l'a démontré de tellement de façons. Si on investit adéquatement à ressourcer la communauté francophone, elle a la capacité de se mobiliser, elle a l'expertise donc elle détient et il faut juste être capable de lui donner accès aux ressources qui vont lui permettre d'aller répondre aux besoins tout en reconnaissant que encore le modèle d'intervention lorsqu'on ressource et on investit directement dans la communauté francophone, c'est là qu'on a le meilleure chance de succès d'aller rencontrer nos résultats. Merci Julie, très clair. La mobilisation. Je vais me tourner vers Isabelle. Eh bien, en fait, Faiza, tu as dit un mot qui résonne en moi, c'est le mot écosystème. Et je pense qu'il faut réfléchir à comment justement créer un écosystème où toutes les parties prenantes vont jouer leur rôle, travailler ensemble et surtout avoir connaissance de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui se fait. Donc moi-même, je suis arrivée ici il y a donc 2 ans. Moi, je suis dans la région de Windsor et je n'avais pas idée du nombre d'organismes communautaires francophones qui existaient. Quand je me suis rendu compte que je suis en milieu très anglophone, j'ai même pas cherché parce que je pensais que ça n'existait pas. Et donc en fait, j'ai créé plus quelque chose où tout le monde interagit et a connaissance des uns des autres et l'existence de toutes les possibilités. Effectivement, il y en a beaucoup. Oh, un petit bonhomme qui a rejoint Maman Laurentine, c'est merveilleux. Mais il va pouvoir nous donner le mot de la fin, tiens, ce beau garçon qui a un sourire magnifique et que j'ai pu croiser déjà il y a quelques fois. Hein. Bonjour mon cœur. Marc, avant, ta propre recommandation, ta propre demande, on va dire. Moi, je crois que j'ai beaucoup entendu le besoin encore plus on le fait déjà, mais peut-être pas encore assez d'aller chercher les partenaires, les autres partenaires francophones et de développer ensemble les programmes de soutien. Je crois que en tout cas pour la francophonie, une des grandes sources de francophonie en Ontario et au Canada, c'est tous les immigrants qui arrivent. S'occuper très bien des immigrants qui arrivent et commencer peut-être par là, je pense va avoir un effet boule de neige sur la communauté francophone dans son ensemble. On a la chance d'avoir pas mal de programmes d'aide parce que c'est économiquement très important, l'immigration. Et ça pourrait être une porte d'entrée pour la francophonie, vraiment d'avoir des meilleurs services en général. Absolument, cette immigration francophone qui a pour objectif de venir se stabiliser, s'épanouir dans un nouveau pays et qui fait face à des problématiques complexes. Il faut s'occuper de l'éducation des enfants, il faut préparer sa propre retraite, on arrive plus tard, il faut acheter une maison, il faut contribuer à la consommation. Enfin, c'est effectivement beaucoup de pression là qui se place sur les familles qui arrivent dans un contexte compliqué. Laurentine, le mot de la fin pour toi, et puis on voyait ton fils dans tes bras, hein, c'est pour lui aussi, finalement, qu'on discute, qu'on travaille, c'est vers lui qu'on se tourne, vers nos enfants respectifs. Ton mot de la fin pour cette discussion et ton appel du pied, je dirais. Ok. Ben, il s'est réveillé net quand je pensais à la fin de notre rencontre. Alors moi, je solliciterais qu'il y ait davantage de collaboration avec les associations, surtout celles qui sont organisées de façon informelle, mais qui existent et qui a un grand impact dans la vie des communautés immigrantes, qui est vraiment une collaboration avec elles. Mais aussi, je souhaiterais qu'il y ait davantage une dimension ethnoculturelle dans les programmes
qui sont offerts et qui, si possible, une participation ou bien une inclusion des experts en finance qui sont issus des communautés immigrantes, parce que ces experts-là ont une connaissance et une compréhension des réalités que vivent les familles immigrantes. Vous savez, plusieurs pratiques que ces familles-là transposent plusieurs pratiques avec elles. Donc, ce serait important de comprendre toute cette dynamique qu'elles apportent dans les programmes qui sont offerts, parce que, vous savez, vous offrez ces programmes aux enfants, mais les enfants retournent au sein de leur famille. Alors, il faut s'assurer qu'il y ait cette cohésion-là dans le message que nous voulons donner à ces enfants-là, dans la compréhension de l'éducation financière. Donc, moi, ça serait vraiment ça, mes plus grandes recommandations. Merveilleux. Et tu mentionnerais peut-être sans doute les tontines qui aident énormément et qui sont très très créatives. Hein. Ça peut être pour le remboursement des dettes, ça peut être pour l'achat de certains biens, y compris des biens immobiliers. Je citerai une initiative d'il y a quelques jours de la Termitière, une coopérative d'ailleurs soutenue par le CCO dans la région de Toronto qui a présenté en ligne justement une expérience en fait d'un groupe qui fait des tontines immobilières, donc se mettre ensemble pour acheter une maison. C'est assez intéressant, beaucoup de créativité, d'initiative en ce moment. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation, votre partage aujourd'hui pour cette table ronde dans le cadre de la 11e édition du mois de l'éducation financière. Le titre, c'était francophone. Faisons des changements qui comptent. Donc des changements, vous êtes engagés à 120% déjà dans leur initiation. On espère retrouver autour de nous de nombreux partenaires, de nombreux individuels engagés comme nous dans l'épanouissement financier des parents. Restons en contact. Vous allez voir à l'écran les courriels et les sites internet de nos partenaires. Laurentine, je pense qu'on pourra aussi te trouver sur LinkedIn, par exemple. Je n'osais pas poster ton lien, mais je pense que certains parents vont peut-être se tourner vers toi pour te poser des questions ou juste partager leur expérience. Donc voici, pour rester en contact, le mois de l'éducation financière avec parents partenaires en éducation, c'est cette table ronde, c'est aussi d'autres événements. Il y a 2 semaines, par exemple, la discussion dans le cadre des conversations hebdomadaires des parents. Il y a eu une conversation justement qui a été engagée entre le Conseil de la coopération de l'Ontario et les parents. Donc, vous pourrez revoir cet enregistrement sur la page YouTube de Parents Partenaires en Éducation. EBO est programmé pour les prochaines semaines. Donc, vous pourrez là aussi en savoir plus sur leurs ressources et sur leurs services. Vous pouvez aussi découvrir sur la page dédiée à l'épanouissement financier des parents francophones de l'Ontario sur le site de PPE, d'autres ateliers que j'ai eu le plaisir et l'honneur de donner dans les derniers mois sur des sujets comme le budget, la dette, discuter de finances avec les parents. N'hésitez pas à prendre à bras-le-corps ce sujet-là, hein. Marc nous le disait, de ne pas hésiter de s'en occuper maintenant plutôt que tard. On espère vous retrouver très bientôt pour nos prochaines activités et pour nos prochaines initiatives à ce sujet pour changer les choses. Faisons des changements qui comptent vers la prospérité, vers la sécurité financière de nos communautés. Merci beaucoup et à très bientôt.